ou l'identité de genre. Et puis enfin, Jorge, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le père de Lucas. On a vu, et Lucas et vous, dans ce document, également votre femme. Alors, c'est vrai qu'on a écouté Lucas, très impressionné quand même par sa grande maturité. Déjà, comment il va aujourd'hui ? Il va aussi bien qu'un ado de son âge peut aller, je pense. C'est-à-dire qu'il y a toujours des hauts et des bas, des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Mais justement, comment est-ce que vous avez des difficultés à faire la part des problèmes d'adolescence, comme tous les adolescents, et de ne pas vous dire c'est peut-être aussi son identité qui lui pose un problème ? je pense que déjà le fait qu'il l'ait fait sortir, je fais encore des erreurs. Mais bon. Tout ça est un petit peu, c'est pas encore fini, loin de là, mais c'est vraiment un petit peu derrière. Il y a vraiment une page qui s'est tournée. Je pense que le reportage, le documentaire a vraiment aidé à ce que cette page se tourne un peu plus facilement, on va dire. Et maintenant, on essaie d'avancer le plus simplement et possible. Quoi, voilà. Et ce côté, comme vous le disiez dans le documentaire, un peu camionneur qui il roule des mécaniques pour être vraiment un mec, ça va, ça se calme. Ça se fond dans... Voilà, exactement. On commence à prendre l'habitude. Non, c'est devenu... C'est pas tout le temps, hein, heureusement, mais non, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. On a compris dans le documentaire que c'est à l'adolescence que Lucas a pu exprimer sa transidentité avec beaucoup de colère, beaucoup de difficultés, puisqu'il se scarifiait, donc c'est vraiment quelque chose de très douloureux. Ouais. Est-ce que vous étiez douté de quelque chose avant ? Pour être franc, on a bien vu que dès son plus jeune âge, il aimait jouer avec les garçons, il jouait jamais avec les filles. Bon, les trucs classiques, il se déguisait jamais en princesse, c'était toujours Tarzan, Mowgli, le pirate. Mais voilà, on se disait pas que c'était quelque chose de plus compliqué que ça. Exactement, le fameux garçon manqué. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus tard. Je pense que la vraie étape, ça a été la coupe de cheveux. Exactement, c'est un truc. Parce qu'il avait les cheveux longs classiques avant. Et ça a été un peu violent, on va dire. Et vous en parliez de ça avec votre femme, des doutes que vous aviez, de ce que vous ressentiez ou pas ? Oui, on peut pas dire qu'on se le cachait ou qu'on essayait d'éviter le sujet, mais on était toujours dans le doute. C'est-à-dire que, voilà, comme il était très jeune, on se disait, bon, c'est peut-être, il est comme ça, il est un peu plus... Mais c'est vrai qu'on a mis du temps. Je pense qu'il nous a beaucoup aidés. Oui. Parce qu'il a beaucoup lu sur le sujet, il s'est renseigné. Oui. Il est beaucoup plus calé que moi, je pense, sur tous ces sujets-là. Il m'a appris beaucoup de choses. Je pense que c'est génial pour ça aussi. Oui, parce que du coup, en plus, ça crée des discussions sur ces questions-là qui sont importantes. Et puis voilà, on fait tous le chemin ensemble. Il a 16 ans, là. Il est sous traitement hormonal. Exactement. Qu'est-ce qu'il envisage maintenant ? Là, je pense que ça va beaucoup mieux depuis qu'il prend ses hormones. Voilà, il est en train de changer, la morphologie, la voix. Et maintenant, la prochaine étape, je pense que c'est surtout les seins. Parce que c'est quelque chose qui le gêne énormément quand on va à la plage l'été. C'est très ennuyeux d'avoir toujours quelque chose qui le contraint. Mais pour le moment, voilà, c'est la prochaine étape. On est en train de voir des médecins. On va essayer de l'accompagner le mieux possible. Léna, on a tous, je pense, été très impressionnés par votre témoignage, vous aussi par votre maturité, qui est vraiment extrêmement impressionnante. On sait donc que vous avez eu des très bons résultats au bac français. Ça, c'est une bonne chose, ça avance. Vous étiez sur le point de commencer une prise d'hormones. Oui. Aujourd'hui, ça en est où ? Eh bien, j'ai commencé à prendre mes hormones il y a 6 mois. Oui. Et je suis très satisfaite du résultat. Vous constatez quoi en 6 mois ? Un début de développement mammaire. Oui. Et une légère répartition des graisses, mais c'est très difficile à voir. C'est que lorsqu'on compare les photos d'avant les hormones et maintenant qu'on peut éventuellement voir une petite différence. Mais en vous habillant, vous ne sentez pas encore la différence ? Un peu. Quand vous portez des robes, puisque vous portez des robes, vous devez commencer un petit peu à sentir ça. Un petit peu, mais c'est comme une puberté naturelle, si je peux dire. Ça prend des années, donc les changements sont très subtils. Moi, vu que je me vois tous les jours, parfois, je me rends pas vraiment compte des changements, mais... La forme de votre visage, vous trouvez que ça bouge un peu ? Un peu, presque. Un peu. Mais c'est très subtil. Non, mais on le voit effectivement par rapport à la fin du documentaire, quand même, vous avez le visage qui s'affine par rapport à l'ossature masculine.
Alors, on en a parlé, il y a un parcours médical qui est imposé à faire pour pouvoir bénéficier de l'hormonothérapie. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Parce que c'est 6 mois. Hein. Oui, justement, le plus difficile, ça a été cette socialisation, justement, dans le genre auquel on s'identifie. Vous devez montrer en fait que tout le monde vous sent comme une femme et que vous êtes pour tout le monde comme une femme. C'est ça que vous devez montrer pendant 6 mois. Ce qui était vraiment le plus difficile, c'est de franchir le pas, de faire son coming out au lycée, justement. Alors, comment ça s'est passé? C'est très bien passé. Oui. C'est très bien passé. Je n'ai eu aucune remarque. Après, très certainement que les gens parlent dans mon dos, je pense. Mais globalement, oui, ça s'est très bien passé. Tout le monde est compréhensif. Beaucoup de questions ou pas? On vous a posé? Non. Non. Non, c'était justement, j'étais assez surprise par ça, puisque je pensais justement que annoncer quelque chose comme ça, un sujet que très peu de personnes connaissent, surtout à notre âge peut-être, ça allait susciter beaucoup de questions. Mais au final, j'ai eu qu'une ou deux questions justement le jour où j'ai fait mon coming out auprès grâce à une présentation. Vous avez fait un exposé en fait? Oui, une sorte d'exposé qui illustre les bases en fait de la problématique. Et les professeurs ont réagi comment? Tous ont très bien réagi, ils ont compris. Alors, j'ai quand même eu des professeurs qui étaient d'une certaine génération, donc pour eux c'était plus difficile à comprendre, mais ils s'y ont adapté assez rapidement. Les changements de prénoms et de pronoms se sont faits limite du jour au lendemain. Et j'ai été très contente. D'accord, donc plus personne ne dit il, plus personne... Non, plus personne. Serge Effès, ce parcours imposé, ces parcours de 6 mois où on doit prouver vraiment qu'on on fait tout comme une femme et qu'on vous voit comme une femme, donc effectivement dans la famille, dans le milieu social, à l'école, etc. C'est quand même assez... c'est difficile pour des gens quand même qui sont très jeunes. Ben, c'est difficile, mais c'est un parcours qui est difficile. On ne peut pas le leur cacher, on ne peut pas faire comme si d'un coup de baguette magique, d'un claquement de doigts, on allait pouvoir se transformer du jour au lendemain, parce que c'est pas ça la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est long, c'est qu'il y a un entourage, qu'il y a une famille, que tout le monde doit pouvoir participer à ce mouvement-là, à ce mouvement de transformation, sinon les choses ne peuvent pas se faire. Et c'est vrai que le regard des camarades de classe, le regard des profs, l'insertion dans le milieu social ordinaire, il est fondamental pour pouvoir valider ce que ces jeunes ressentent évidemment très fortement à l'intérieur d'eux, mais qui doit leur être renvoyé aussi par ce miroir extérieur. Et il faut prendre du temps. Et parmi les patients que vous avez suivis, il y en a eu pour lesquels ça a été un écueil, vraiment, où la démarche a été trop compliquée? Oh oui, il y en a eu. Il y en a surtout qui ont utilisé ce délai de réflexion pour s'interroger, au fond, sur je dirais, la profondeur de leur volonté de transformation. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes, ils ont accès à Internet, ils ont accès à des réseaux sociaux, ils ont accès à des tas d'autres jeunes qui sont dans la même interrogation qu'eux par rapport à leur identité, qui parlent de leur parcours. Donc, ils s'identifient très vite à ces jeunes-là, et parfois trop vite. Or, c'est quand même un parcours du combattant, il faut le dire, c'est quand même beaucoup de souffrance au cours de mais qui vaut le coup, parce que c'est aussi le soulagement par rapport à ça, en écho d'une souffrance qui est insupportable à l'intérieur d'eux. Mais pour pouvoir supporter la souffrance de ce parcours, il faut être sûr que l'impossibilité de rester dans son identité est inscrite à l'intérieur de soi. Clémence Zamora-Cruz, vous n'avez pas eu la même chance, ni que Lucas, ni que Léna, de grandir dans une famille quand même qui est ouverte d'esprit et qui accompagne. Quand vous avez annoncé que vous étiez une fille, ça s'est passé. C'était à quel âge? Ça s'est passé comment? Alors, c'était au moment où mon grand frère entrait à l'université. Oui. Et donc, il y avait une discussion à table sur ce qu'on allait faire plus tard. Oui. Donc, évidemment, il y en a certains qui voulaient être avocats, etc. etc. Et moi, j'ai déçu les espoirs de mes parents, puisque simplement, je voulais me marier avec mon prof. Donc, voilà. Donc, ils ont dit quoi? C'est pas possible? Oui, ils m'ont dit que c'était pas possible, qu'à l'époque, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Vous aviez quel âge, donc, à l'époque? J'avais 6 ans. Donc, 6 ans? Oui, 6 ans. Et du coup, ils m'ont dit que c'était pas possible, qu'un garçon ne se mariait pas avec un autre garçon. Et moi, j'ai simplement répondu que je voyais pas le problème, puisque je n'étais pas un.
Et c'est à ce moment-là qu'on a déclenché tout un processus médicalisant et pathologisant, puisqu'on m'a emmené chez un psychologue, un psychiatre. Le but de mes parents, c'était de me normaliser. Oui, c'est ça. C'est pas de vous accompagner dans le changement. Voilà, ce qu'on reproche énormément à la psychiatrie, à la psychologie, c'est justement qu'on ne fasse pas de l'accompagnement, qu'on fasse de la normalisation. Et donc, du coup, du fait qu'ils ont été confrontés à des psychologues, psychiatres qui l'ont dit que c'était pas normal ou que je pouvais être atteinte d'une homosexualité. Donc, du coup, ça les a confortés dans ces choix, c'est-à-dire étouffer toute expression de ma véritable identité. Par exemple, m'interdire certaines choses qui étaient plus féminines, aimer et favoriser tout ce qui était masculisant. Voilà. Pour vous, votre souffrance, parce que ça a fini par mal se terminer, vous avez fugué quand vous aviez 15 ans, vous êtes retrouvé à la rue. Votre plus grande souffrance, c'était de ne pas être compris par votre entourage ou c'était d'être mal avec votre corps? C'était quoi le plus difficile pour vous? En fait, moi, j'étais pas mal dans mon corps. Mon corps, il est à moi et j'aime mon corps, c'est le mien. Je suis née comme ça. Donc, il y a le progrès de la médecine qui, justement, peut me faire avancer dans mon être à moi, donc ce que je suis, ce que je souhaite que les autres voient, ce que je suis intérieurement. Mais le mal-être, il vient surtout de la transphobie ordinaire, c'est-à-dire le pouvoir de l'extérieur qui prend la personne et qui la broie, en fait. On la brise, cette personne. On les stigmatise, on la pousse à la précarité. Et du coup, oui, on part des souffrances quand ça se passe comme ça. Serge Effez, bon, effectivement, c'était il y a quelques années, cette histoire. Mais on a bien compris comment vous travaillez et comment les psychiatres comme vous travaillent, c'est dans l'accompagnement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en France, il y a encore, auprès des psychiatres, je ne parle pas des parents, mais des volontés de normalisation plutôt que d'accompagnement? Ça existe, on ne peut pas dire le contraire, ça existe. Il y a des pressions très fortes des familles. Il y a parfois des pressions même des personnes elles-mêmes qui sont tellement démunies qu'elles disent « aidez-moi à changer d'idée, aidez-moi à me sortir ces idées de la tête ». Ça existe aussi. Mais très peu de psychiatres aujourd'hui en France, alors qu'ils connaissent très bien la transidentité pour les adultes, sont au courant de ce qui peut être fait pour des enfants et des adolescents aujourd'hui. Et ça, c'est très important de commencer à en parler, parce que intervenir après 18 ans, c'est bien, mais c'est parfois déjà trop tard par rapport à tout ce qu'on aurait pu faire en amont et qui aurait largement soulagé la souffrance psychique de ces. Mais vous ne croyez pas que c'est lié aussi au fait que dans l'esprit, je pense, du grand public, changer de genre, c'est avant tout l'intervention chirurgicale? Oui. Et que l'intervention chirurgicale, il n'est pas question avant l'âge de 18 ans, donc c'est pour des adultes. Bien sûr. Donc pourquoi voir ce problème avant, puisqu'ils décideront ça quand ils seront adultes? C'est un peu ça aussi l'idée des gens. Oui, c'est une vision très binaire au fond des choses, c'est-à-dire effectivement, changer de sexe, c'est forcément avoir une chirurgie mutilatrice ou une chirurgie réparatrice. Tout le reste, finalement, c'est comme si ça ne comptait pas, alors que c'est tout le reste qui compte. Justement, pour ces jeunes, c'est pas tellement cette chirurgie finale, d'ailleurs dont un certain nombre ne veut pas, dont un certain nombre n'a pas besoin pour se sentir homme ou femme, mais c'est tous les intermédiaires, c'est effectivement, c'est la coiffure, c'est l'habillement, c'est de pouvoir porter une robe, c'est de pouvoir, c'est beaucoup plus important pour une jeune fille qui veut devenir un garçon de ne pas avoir de poitrine, par exemple, beaucoup plus important que la chirurgie elle-même. C'est l'apparence, c'est la transition sociale, c'est la façon dont les autres vous regardent. C'est tout ça qui est fondamental pour se sentir pour se sentir bien dans sa peau. Emmanuel Bopati, tout ce qui sort de la norme binaire, masculine, féminine, choque certains, fascine d'autres, et pas de la même façon que ce soit des filles qui deviennent garçons et des garçons qui deviennent filles. C'est pas pareil. Tout à fait. Bon, alors les trans en général fascinent, c'est vrai. Tout simplement déjà parce que leur existence prouve qu'il n'y a pas une donnée biologique fondamentale qui sépare les hommes et les femmes, puisqu'on peut changer de sexe. Et d'ailleurs, c'est une fascination assez contemporaine, parce que la différence des sexes, c'est une invention relativement récente. La médecine a commencé à différencier vraiment deux sexes au XVIIIe siècle. Avant, ce n'était pas forcément le cas. Et effectivement, il y a des trans qui fascinent plus que d'autres.
Et les trans qui fascinent, ce sont effectivement principalement des femmes trans, donc les hommes qui deviennent des femmes. Et pourquoi parce que beaucoup de personnes ont du mal à imaginer pourquoi on renoncerait finalement à être un homme dans un monde qui valorise plus le sexe masculin. Et aussi parce que la féminité, de manière générale et de manière aussi très intériorisée et très inconsciente, considérée comme quelque chose d'assez dévalorisant, d'assez de pas vraiment sérieux, voire de ridicule parfois, y compris chez les femmes. Et donc pour un homme, c'est vraiment un synonyme de déclassement, un homme qui se féminiserait. Donc voilà, finalement... Mais vous ne pensez pas aussi que on a un peu, quand on évoque auprès des gens les trans, je disais déjà, c'est l'opération, déjà c'est les images effectivement qu'on avait avant d'aller à l'étranger pour se faire opérer, et puis c'est pas un peu aussi les images de cabaret, des choses comme ça? Tout à fait, il y a une certaine exotisation des parcours des trans, et c'est aussi lié à une histoire qui est bien réelle des trans en France, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que sans papier d'identité adéquat, avec le bon sexe, les personnes ne peuvent pas accéder ni à un travail, ni à un logement. Et voilà, mais finalement, cette fascination, elle est quand même directement liée à un certain nombre de stéréotypes de genre, au final, et à toute une construction sociale de la différence et de la hiérarchie entre les sexes. Serge Effez, est-ce qu'il y a parfois une confusion justement entre l'identité du genre et l'orientation sexuelle? Est-ce que ça se voit, ça? Oui, parce que évidemment, même si c'est pas entièrement corrélé, c'est des choses qui sont liées. À partir du moment où on se sent une sensibilité de l'autre sexe, il y a aussi toutes les questions d'attirance sexuelle qui peuvent être liées à ça. Pas forcément, mais qui en général vont l'être. Alors par rapport à ça, c'est intéressant de voir qu'il y a justement le Canada, par exemple, qui est très avancé par rapport à nous, qui a des institutions spécialisées avec des classes spéciales pour des très jeunes transgenres, des petits-enfants transgenres et des adolescents transgenres. Ils ont fait des études un peu longitudinales là-dessus. Et effectivement, les enfants qui très tôt ont envie se sentent de l'autre sexe, ont plutôt un destin vers l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils abandonnent cette envie, pour la plupart, de changer de sexe, mais par contre, ils s'inscrivent dans une orientation homosexuelle et que leur envie d'être garçon ou de fille correspondait... C'est une solution plus simple, finalement? C'est quoi? C'est pas que c'est plus simple, c'est que ça correspond à leur sensibilité et que c'est plutôt de ça dont il s'agit, c'est-à-dire de pouvoir réaliser cette orientation plutôt que le changement. Par contre, quand ça se produit au moment de l'adolescence, avec beaucoup de ténacité, comme Léna en parlait, c'est-à-dire cette impossibilité d'imaginer que son corps va se transformer, qu'il va y avoir une puberté qui va être définitive et qui va la faire basculer dans une identité qui n'est pas la sienne, là c'est quelque chose qui en général est beaucoup plus fixé et qui reste effectivement jusqu'à l'âge adulte et qui continue tout au long de la vie. Dans l'association, vous avez l'impression que c'est plus difficile d'être garçon, devenir fille, ou fille, devenir garçon, ou pas? Ou ils ont à peu près le même vécu? On a l'impression, mais simplement c'est une impression, qu'il y a une facilité pour les M2F. Les garçons qui deviennent filles? Oui, des garçons qui deviennent filles, par le progrès de la médecine. On a beaucoup plus d'informations. La communauté trans féminine, elle est beaucoup plus mobilisée. Elle est beaucoup plus visible aussi. Et dans ce sens-là, on voit un petit peu plus de facilité pour véhiculer l'information. Par contre, en revanche, on a une observation sur les garçons trans. On ne les voit pas, on n'en parle pas. Et du coup, ça devient quand même une difficulté pour eux, exister dans le mouvement pour réclamer des soins, pour réclamer des droits. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, à propos de l'invisibilité des hommes trans, effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a plus de femmes trans que d'hommes trans. Mais en réalité, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y en a autant, c'est simplement qu'ils ont été historiquement invisibilisés, notamment quand on regarde tous les textes médicaux du siècle dernier qui ont construit la catégorie trans. Eh bien, on se rend compte qu'ils ne sont pas là, ils sont absents. Et ça, c'est lié aussi à l'histoire de la médecine qui s'est intéressée beaucoup plus au corps des femmes qu'au corps des hommes.
Un exemple frappant, c'est le développement de la gynécologie médicale, je ne parle pas de l'obstétrique, sans équivalent pour les hommes. Enfin, il existe l'andrologie, mais c'est une spécialité beaucoup moins répandue. Alors, je propose, pour poursuivre le débat, de revoir un extrait du documentaire, un échange, un moment de vie assez animé entre vous, Léna, et votre mère. On le regarde et on en reparle juste après. Le problème, c'est que on est tributaire de la médecine, des protocoles médicaux. Mais je parle surtout des prénoms et des pronoms. Ah, des prénoms. Bah oui. Mais dans ce cas, tu devrais parler à papa. Mais papa, mets-toi à sa place. Ça fait, Oui, mais j'en ai assez de mettre à ça la place fait des presque autres. 17 ans qu'on t'appelle Moi, est-ce qu'on me met à ma place? par un prénom Non, ça. masculin. Ça fait... les habitudes dans la vie dure, comme on dit, tu sais. Mais les habitudes se changent. Ben oui, ça doit pouvoir changer, oui. Moi, je n'ai pas envie d'avoir une double vie. Non, mais je comprends ce que tu... J'entends ce que tu dis, moi, je l'ai compris, je serai là pour toi. Oh, mais ça ne suffit pas. Je fais tout ce que je peux, mais c'est un choc énorme pour lui. C'est un choc énorme. Papa, il est très éprouvé par tout ça. Il était tellement content d'avoir un garçon. Et c'est dur pour lui. De dire que il aurait pu avoir une transmission du nom avec toi. Et que ben là, finalement, ben voilà. C'est une branche de la famille qui va s'éteindre de notre côté. Et ça, je pense que c'est compliqué pour papa. Léna, on entend, même si vous tournez beaucoup le dos, on sent qu'il y a une colère, il y a une douleur, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, vous avez l'impression de mener un peu moins une double vie ou pas? Ah oui, tout à fait. Depuis que j'ai fait mon coming-out au lycée, j'ai beaucoup moins l'impression de mener une double vie. Puisqu'avant, c'était à la maison, je suis Léna. Puis au lycée, justement, j'ai une identité masculine. Je commençais vraiment à en avoir assez de vivre un peu un mensonge. Bien sûr. Et votre père vous appelle comment aujourd'hui? Alors, il m'appelle occasionnellement Léna, mais sinon, il ne m'appelle pas, en fait. Puisqu'il sait que, c'est très difficile pour moi d'entendre mon prénom masculin, donc il préfère encore ne rien dire plutôt que... Donc c'est quand même un changement. Oui, ah oui, tout à fait, oui. Jorge, cette difficulté du père de Léna, effectivement, d'ailleurs tout à l'heure au début, vous avez effectivement dit, ça vous a échappé en parlant de Lucas, mais vous l'appelez Lucas. Mais il y a une différence entre la façon dont votre femme et vous, en tout cas telle que vous l'avez exprimée dans le documentaire, sur le fait que votre femme dit que ça ne change rien pour elle, et que vous dites que ça change quelque chose. Bah forcément, il faut faire... le mot est un peu fort, il faut faire le deuil de quelque chose. C'est vrai que voilà, j'ai deux fils alors que j'avais une fille et un fils, donc voilà, il y a quelque chose qui s'est produit, donc c'est pas simple. Mais c'est vrai que pour revenir à ce qu'on voyait dans le reportage avec Léna, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est tout ce qu'on projette de la vie d'un jeune enfant et de ce qu'il arrive au final, quoi. Vous avez dû changer de projection. Exactement. Rebooter l'ordinateur, ça demande au moins du temps, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais voilà, il faut prendre le temps de le faire comme il faut, quoi. Oui, en fait, déjà, quand on conçoit un enfant, il est dans le ventre de la mère et très souvent, il a déjà un sexe assigné à la naissance. Oui. Il est sexué déjà. Oui, un prénom. Ah, bah, dès l'échographie, bien sûr. ça y est. Et dès sa commence. tante. Donc, du coup, le fait d'arriver à un stade et de dire je ne suis pas la personne, le sexe qui est assigné à la naissance, Il faut reprendre tout depuis la grossesse, quoi. Donc, il va falloir revoir les plans qu'on a fait sur cet enfant. Et ce qui est tout à fait normal, parce que c'est une personne avec de l'autonomie. Mais en même temps, il y a les parents aussi qui ont porté des espoirs, des projets. Et donc, c'est normal de passer par cette période. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'entêter et d'imposer justement ses attentes sur l'enfant et qui devient justement une transphobie ordinaire au sein de la famille. Cette notion, Serge Effès, qu'on a entendue expliquer par la mère de Léna, de transmission
du nom. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui paraît que dans les parents que vous rencontrez fréquent ou pas? Oui, mais enfin ça paraît un petit peu défensif parce que les choses ont changé aujourd'hui. Les mères transmettent leur nom, peuvent transmettre leur nom aussi bien que les pères, et qu'il y a une égalité maintenant autour de la transmission du nom. Donc, c'est une raison qui cache une difficulté plus grande. À travers ça, c'est toute la question de la transmission à un garçon et de toutes les valeurs qu'on a envie de transmettre à un garçon et tout ce qu'on appelle le patrimoine, ce qui se transmet de père en fils à travers les générations. C'est évidemment davantage ça dont il est question que du nom de famille. Il est vrai que mon père a toujours aimé avoir un fils, d'autant plus que j'ai uniquement des sœurs. C'est ça. Vous étiez le seul garçon de la famille. Oui. Il a projeté tout sur vous. C'est juste qu'il a énormément de préjugés sur les personnes trans. Et c'est très difficile pour lui de passer outre. Il associe beaucoup de choses aux personnes trans. Par exemple, la prostitution, un avenir malheureux. Et je vois qu'il fait des efforts, mais évidemment pour moi, je pense que c'est encore trop lent à mon goût. Mais voilà, je comprends que c'est difficile pour lui. Et voilà. D'accord, c'est bien que vous puissiez en parler. Oui. On va revoir un nouvel extrait du documentaire où on a fait la connaissance de Bass, un jeune collégien qui lui a eu la chance de s'épargner bon nombre de souffrances grâce à la politique mise en œuvre dans son pays. Regardez. Si la France est clairement à la traîne sur l'accompagnement des enfants et adolescents transgenres, les Pays-Bas, eux, font figure de pionniers. Depuis plus de 15 ans, des associations soutiennent les jeunes dans leurs familles comme dans les écoles. L'administration scolaire s'est adaptée en acceptant de modifier les prénoms et en leur accordant des allègements de programmes durant les soins. Sur le plan médical, les hôpitaux publics offrent une solution thérapeutique avant de passer aux hormones sexuelles. Il s'agit d'un traitement qui bloque de manière provisoire leur puberté. Cela permet de prendre le temps de réfléchir sereinement à leur orientation avant de franchir l'étape définitive du traitement hormonal. Dès l'âge de 11 ans, Bass a commencé ce traitement appelé bloqueur de puberté. Et à 15 ans, il a reçu ses premières injections d'hormones à base de testostérone. Depuis, Bass est devenu un garçon comme les autres. Vous regrettez que Lucas n'ait pas été dans ce cas-là, qu'il n'ait pas pu bénéficier plus tôt d'un bloqueur de puberté? Franchement, oui. Je pense que ça aurait simplifié pas mal de choses. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a des étapes qui sont irréversibles, oui. Forcément. Il a grandi. Et donc, voilà, ça aurait sûrement évité... Parce que là, en même temps, je parle que pour moi, mais le cas est tellement clair, je pense, que ça aurait pu simplifier pas mal de choses. Et c'est là où je trouve que cette espèce de barre des 18 ans, la majorité, c'est pas quelque chose qui va dans le sens d'aider à ce que... Parce qu'une chose, c'est prendre son temps pour bien voir ce qui se passe, décoder et analyser pour être sûr de qui on a affaire. Et je pense que c'est peut-être un bon moyen entre guillemets, de neutraliser, de mettre sous cloche. Je sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. De temporiser, en fait, et d'attendre le moment propice pour se dire, bon ben voilà, là on est sûr qu'on est face à tel ou tel cas et voilà, et on peut passer à l'étape suivante. Quoi. Léna, vous avez été une des premières à pouvoir bénéficier de ce traitement. Oui. Vous aviez quel âge? J'avais 15 ans. 15 ans. Et pour vous, c'était effectivement important qu'on arrête ce phénomène? Ah oui, c'était vraiment... la puberté, pour moi, c'était mon cauchemar. Et y mettre un terme, c'était un grand soulagement. Serge Effès, on est un petit peu plus maintenant... ça rentre un petit peu dans les mœurs françaises d'équipes spécialisées, pluridisciplinaires, ça on l'a bien compris, de pouvoir bloquer effectivement et d'avoir ce temps pour continuer à réfléchir. Absolument, ça devient de plus en plus répandu, je dirais presque banal, hein, de pouvoir s'accorder effectivement et d'accorder à ces jeunes ce temps. Ce temps du soulagement, ce temps de la réflexion familiale, sans être sous l'épée de Damoclès des Parce que c'est vraiment tellement difficile, l'adolescence, que... Oui, mais il est très important qu'on puisse assez rapidement avoir un consensus sur ces questions-là, des règles de bonne conduite qui puissent être partagées sur l'ensemble du territoire français, au niveau de l'ensemble des endocrinologues et des pédopsychiatres d'enfants. Les choses sont très, très, très disparates aujourd'hui par rapport à ça. Mais enfin,
enfin, en même temps, oui, tout de suite. En même temps, c'est un bond de géant, parce que ça fait combien de temps qu'en France, c'est plus considéré comme une maladie mentale c'est très récent. C'est très récent. On a été en retard très longtemps. Très longtemps, et c'est encore plus récent que les enfants soient pris en considération et que les adolescents soient pris en considération par rapport à cette question de la transidentité. Oui. Mais on précise que dans le DSM, qui est la Bible de la psychiatrie, c'est toujours une maladie mentale aujourd'hui. La transidentité, oui, c'est toujours pas retiré. Il y a une campagne internationale justement pour la faire sortir. C'est en 2018 qui normalement devrait sortir des maladies mentales. Mais il y a eu des évolutions quand même. Il y a eu quand même des évolutions. Il y a eu des reculades, mais on continue justement à travailler sur la dépathologisation de la question de la transidentité. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est j'étais bien d'accord avec le père de Lucas, dans le sens où 18 ans, c'est beaucoup trop tard. Et tout à l'heure, je disais, il y a des gens qui sont sûrs de qui ils sont, et on se trouve face à des murs parce qu'il y a la psychiatrisation qui doit donner son aval. Le problème de tout ça, c'est qu'on dit qu'il faut que la personne soit sûre, à 100%. Sauf qu'on ne peut pas être dans la vie sûr à 100% de quoi que ce soit. Les risques zéro, ça n'existait pas. Et sur les questions des genres, on sait très bien qu'il y a des fluidités. Hein. C'est pas parce qu'on a décidé aujourd'hui qu'on se déclare homme ou femme que plus tard, on ne va pas faire un petit recul en arrière, on se lance. Oui, mais vous ne pensez pas que les psychiatres bienveillants, j'entends, les pas normalisateurs et psychiatres bienveillants et tout à fait à l'écoute, peuvent dans certains cas repérer des enfants qui seraient dans une demande qui en fait peut-être ne leur correspondent pas et qu'ils regretteraient ensuite d'avoir éventuellement pris des hormones, changé de corps, etc. Donc c'est quand même malgré tout, c'est quand même utile. Oui, mais on arrive à savoir quels sont les mineurs qui sont concernés justement par une question de transidentité. Parce qu'il y a cette demande qui est récurrente, qui s'inscrit dans la continuité et parfois dans le conflit, pour justement s'affirmer « je suis ». Serge Effez, on imagine que pour des parents, un enfant de 5-6 ans, une petite fille qui joue avec des pistolets et un garçon qui joue avec des poupées, ça peut être effectivement très banal et très, même s'il y a des parents qui disent qu'il ne faut jamais donner des poupées à un petit garçon, mais enfin en gros ça peut quand même être très banal. À partir de quel âge il y a vraiment, pas une certitude, mais en tout cas un enfant peut vraiment sentir un doute de son identité? Oui, c'est effectivement très banal qu'on soit un petit garçon, comme on dit, un garçon manqué ou une fille manquée, qu'on préfère les jeux de l'autre sexe ou être avec des personnes de l'autre sexe. Ce qui est moins banal, c'est la souffrance que va éprouver un petit garçon quand on va l'obliger à porter un prénom avec lequel il ne se reconnaît pas, quand on va l'obliger à porter des vêtements qu'il n'a pas envie de porter, et que là, la souffrance va apparaître. Et ça dès la petite enfance? Et ça peut être dès la petite enfance, oui. Dès l'âge de 4-5 ans, des parents vont vous dire que leur enfant s'arrache ses vêtements, parce que pour lui, c'est insupportable de ne pas porter les vêtements qui correspondent à son identité. Et là, il y a création, effectivement, de souffrance à partir de ça, et d'une interrogation très profonde pour les parents, qui n'est pas égal sans doute entre les garçons et les filles. C'est-à-dire qu'une petite fille garçon manqué, qui porte des jeans, qui a des cheveux courts, qui grimpe aux arbres, finalement, socialement, ça dérange personne. Ça pose peu de questions. Même on en est même un petit peu fiers. On se dit, elle se défendra dans l'existence, elle va devenir quelqu'un qui va pas se laisser marcher sur les pieds. Un garçon qui veut mettre une robe... Un petit garçon qui veut porter une robe, qui veut avoir des cheveux longs, qui veut jouer à la poupée, etc. C'est beaucoup plus questionnant pour les parents, et surtout par rapport au regard des autres, par rapport à la peur que ça crée vis-à-vis de cet enfant, qui va être très en difficulté dans son milieu scolaire. Mais justement, le problème, c'est qu'on ne propose pas de chemins différents, on propose simplement, dans les deux cas de figure, la psychiatrisation. Ce qu'il faut voir quand même par rapport à cette question de la psychiatrie, alors c'est pas pour défendre farouchement les psychiatres, mais quand même,
l'adolescence, c'est une période très compliquée. C'est une période de remaniement identitaire, de questionnement. Le changement du corps n'est pas toujours bien vécu, de toute façon. Voilà, c'est ça. S'approprier son corps, c'est compliqué. S'approprier son psychisme, c'est encore plus compliqué. Et on voit quand même un certain nombre d'adolescents qui sont dans des difficultés psychiques énormes auxquelles viennent se rajouter ce questionnement identitaire. Et il ne s'agit pas, là, encore une fois, de les lâcher dans la nature en leur donnant un traitement hormonal et en disant c'est ça qui va tout résoudre, parce que ça ne résout rien. Tous les adolescents ne sont pas comme Lucas ou Léna, bien dans leur peau et très déterminés par rapport à là où ils ont envie d'arriver. Il y en a où c'est beaucoup plus flou. Et où donc... comment je dis bien dans leur peau, c'est un peu vite dit aussi. Le mieux possible avec leur questionnement. Oui, tout à fait. Alors, je peux bien sûr. Quelque chose à propos de ça. En fait, la difficulté souvent pour les personnes qui commencent un protocole, c'est les contradictions du protocole, les injonctions un peu contradictoires, les doubles contraintes. On le voit avec l'évaluation psychiatrique, par exemple, dans le documentaire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver à son psychiatre que on est déjà bien intégré socialement dans son sexe souhaité. Et donc il faut pouvoir prouver ça au psychiatre pour pouvoir obtenir les hormones. Mais c'est le chemin qu'a parcouru effectivement Léna. Léna, tout à fait. Et en fait, c'est très compliqué d'être bien inséré socialement sans avoir encore eu les hormones et les modifications corporelles. Et c'est la même chose pour la procédure de changement d'état civil. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver au juge, monter un dossier de preuve qui atteste que l'on est bien intégré socialement. Et tout ça sans avoir encore l'élément fondamental qui permet une bonne insertion sociale, c'est-à-dire les papiers d'identité, justement. On va finir là-dessus, parce qu'effectivement, malgré tout, la France a évolué, puisqu'il y a une nouvelle loi qui simplifie quand même un petit peu. Il n'y a plus besoin d'avoir fait de chirurgie, d'avoir fait un parcours complet pour pouvoir changer de sexe. Comment ça va se passer pour vous, le changement de prénom d'abord sur la carte d'identité, de genre? À quel moment vous allez le faire? Comment ça va se passer? Bien, je compte d'abord changer mon prénom. Pour moi, c'est le plus important. Cette année, si possible. Après avoir passé mon bac, puisque du coup, je me suis La convocation, il faut qu'elle arrive au bon nom. Oui. D'accord. Donc, ça sera après? Après, oui. Et oui, bien sûr, le plus vite possible, changer la mention du sexe sur la carte d'identité, puisque ça pose de gros problèmes, en fait. Ça pose de gros problèmes dans le sens où je suis régulièrement dans des situations gênantes, où, par exemple... Dans les situations d'examen, par exemple, à l'oral de français, j'étais très stressée parce que je me suis dit mais comment va réagir la personne qui me note? C'est marqué monsieur sur la convocation et puis on va me voir moi. Ou par exemple des situations simples dans la vie, par exemple aller récupérer un colis à la poste, pour moi ce n'est pas possible. Je ne peux pas commander quelque chose sur Internet en tant que Léna si je n'ai pas la carte d'identité qui va avec. Ou je peux prendre l'exemple il y a quelques semaines où j'ai dû faire une prise de sang pour m'assurer que tout se passe bien au niveau des hormones. Et il a fallu expliquer la situation au laboratoire d'analyse et je me suis mise dans des états pas possibles, j'ai pleuré, c'était très difficile. Donc effectivement, ça va faciliter les choses, donc changement de prénom, changement de genre, et après vous envisagez quoi? Vous envisagez de la chirurgie ou vous voulez faire quoi? Déjà, j'envisage mes études surtout, puisque... J'espère intégrer une classe préparatoire. Et donc, en classe préparatoire, on n'a vraiment pas le temps de se mettre à penser à ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'aimerais avoir une réassignation sexuelle assez rapidement, puisque c'est quelque chose quand même qui me pose problème. J'arrive à vivre avec, mais voilà, c'est quand même quelque chose que... Pour vous, c'est quand même un but. Oui, voilà. Et les enfants, vous y avez pensé? Eh bien, oui, j'y ai pensé, mais malheureusement, si possible, oui. Après, j'espère qu'avec l'avancée de la science, on pourra, je ne sais pas, si possible, en tout cas pour moi, avoir des enfants biologiques avec je ne sais quel moyen que la science a trouvé, ou alors avoir recours à la GPA, qui n'est pas encore légale en France. Mais si dans 10-15 ans, ce n'est toujours pas légal en France, j'aimerais éventuellement aller... dans des pays où c'est possible, puisque voilà, adopter c'est très bien, mais c'est très difficile quand on est une personne trans
les gens ont quand même beaucoup de préjugés. Ça aussi, ça va évoluer. Oui, j'espère. Grâce à des témoignages comme le vôtre, sûrement, ça évoluera. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 5. Merci à tous ceux qui ont témoigné dans ce document. Vous remercierez beaucoup, Lucas, parce que ça fait vraiment beaucoup avancer toutes ces discussions. Merci beaucoup à toi, Léna. Très bonne chance pour la suite, pour le bac, pour tout ton avenir. Mais en tout cas, tu es une très jolie fille. Ça, c'est sûr. Merci à tous d'avoir participé à cette émission qu'il sera possible de revoir, sachez-le, pendant 7 jours sur le site internet de l'émission. N'hésitez pas non plus à échanger sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro du Monde en face. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5. Au revoir.